retour sur ce plateau de l'autre journal numéro 117 avec nos invités Luc Abaki et Ferdinand Haïté. Nous allons entamer le second sujet relatif aux accidents sur nos routes, sur les routes togolaises. La semaine dernière, nous étions tous au courant de cet accident qui a coûté la vie à 13 personnes et a fait 15 blessés sur la route, sur la nationale numéro 1. La nationale numéro 1 qui ressemble d'ailleurs à une piste rurale, Luc Abaki. Je vous remercie beaucoup pour la question. Je voudrais, avant même de dire un seul mot à ce sujet, m'incliner devant la mémoire de ces braves dames dont le seul péché a été de chercher à s'assurer une pitance, à se rendre utile à la société à travers une activité commerciale qui les oblige à quitter leur domicile tôt le matin, 4h, 5h, pour pouvoir partir au marché et puis bon, se débrouiller comme elles peuvent, etc. Après avoir dit ceci, je voudrais, c'est vrai aussi, féliciter le ministre de la Sécurité qui a eu le mérite de nous sortir un communiqué dans la journée pour nous faire l'état des lieux et nous donner au moins les informations sur les causes de l'accident, les conditions, les circonstances, les malades, enfin, les blessés, etc., etc. Et puis, saluer l'action après le tollé suscité par le silence remarquable de nos dirigeants a compris qu'il fallait donc convoquer les acteurs du domaine, le syndicat des transporteurs, etc., pour essayer de leur tenir un message de sensibilisation, etc., etc. Mais après tout ceci, je suis scandalisé par le manque d'empathie dans la gestion des vies humaines dans notre pays. Voilà des femmes qui quittent Vaughan pour aller à un marché à Gléy, à Gléy, et puis qui, malheureusement, se trouve être renversées à la hauteur d'un pont sur la nationale numéro 1. Ces corps restent là pendant des heures, sans un secours. Et puis, lorsqu'il y a eu secours, on a ramassé les corps, on les amène à la morgue de Notien, et puis les malades à l'hôpital. Il n'y a plus rien. On n'a pas vu nos gouvernants ou nos gouvernantes se déplacer sur les lieux, aller à l'hôpital, ne serait-ce que pour apporter un confort moral aux blessés et saisir cette occasion pour passer des messages forts qui montrent qu'en fait, c'est le pays qui vient de perdre des héros. Les femmes sont des héros, pourquoi? Parce que justement, c'est elles qui animent notre activité économique. Lorsque ces femmes-là vont au marché, elles contribuent en payant les tickets de marché, etc. Et c'est ça qu'on appelle l'activité économique en réalité. C'est ça qui crée la richesse de l'État. Les gens ont tendance à oublier cela. Comment on peut expliquer que vous êtes un parent d'une famille et vous avez des enfants, des gens qui meurent dans votre famille, 13 personnes, 15 autres blessés, et il n'y a pas une réaction vigoureuse qui montre que vous êtes touché, que vous êtes un humain qui est conscient qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ok, on constate que, bon, ben écoutez, l'empathie recherchée n'est pas au point et on est obligé de le déplorer. On le déplore pourquoi? Et que moi, là, de ce point de vue, je suis un peu embêté parce que j'ai comme l'impression que hier, les choses se faisaient mieux qu'aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 3 juin 2007, lorsqu'il y a eu l'accident de Lungui, et on a perdu aussi 13 Togolais, vous vous rappelez? 2 jours après, je crois bien, il y a eu une délégation des ministres. L'accident a eu lieu en Sierra Leone. Il y a au moins 5 à 6 ministres qui se sont mobilisés une journée entière pour visiter, pour aller dans les maisons endeuillées. Moi, à l'époque, j'officiais sur République of Togo. Et je fais partie de la délégation des journalistes qui ont suivi des ministres dans toutes les maisons. Ça fait que j'ai connu beaucoup de Koué, à Didoua, d'Inde. Partout où les gens sont, les ministres se sont déplacés pour aller apporter de vive voix la compassion de l'État. Voyez-vous,
réconforter la population, les familles éplorées, et faire en sorte que les gens comprennent que l'État se sent concerné par ce qui est arrivé. Et après, ces gens, ces victimes ont été ont bénéficié d'un hommage quand même, ont mérité tout ça. Est-ce que c'est parce que ces femmes-là n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et d'occuper un poste de responsabilité qu'elles sont mortes et personne n'est capable d'agir à la hauteur de la dimension d'une vie humaine? Ça me cause un problème. Vous voyez, après 2007, je pense en 2010 ou 2011, il y a des étudiants ou des élèves qui traversaient la lagune le lac et qui se sont écoulés. Il y a eu au moins 9 élèves qui étaient morts, et puis bon, quelques camps et tout ça. Et à l'époque, curieusement, l'État décide, il y avait juste eu un communiqué, et l'État décide d'apporter un appui de 150 000 francs par famille éplorée pour faire la sépulture des enfants. Or, dans la même période, un bus burkinabé venait à Lomé. Il a fait un accident à la hauteur de Ouahala. Il y a eu moins de 10 morts. L'État burkinabé, à l'époque, a décrété un deuil national de 3 jours. En plus d'avoir pris en charge la situation des blessés, etc. Le deuil national de 3 jours a le mérite de créer une conscience nationale sur l'événement en question, afin que l'ensemble des citoyens du pays puissent faire quand même le deuil de ce qui est arrivé. Parce qu'il s'agit justement des vies humaines qui ont été fauchées comme ça par le concours d'un certain nombre de circonstances dont nous aurons à parler. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que nos dirigeants comprennent qu'ils doivent saisir toutes les occasions possibles, bonnes comme mauvaises, pour montrer aux citoyens qu'ils sont là en fait pour eux. Que toute leur gouvernance soit orientée vers l'être humain, vers l'entretien de la vie humaine, vers son épanouissement, etc., etc. Et lorsque des situations comme ça arrivent où on perd plus d'une dizaine de personnes à la fois, ce ne sont pas des réactions amorphes. Ce ne sont pas des communiqués écrits qui peuvent faire l'affaire et soulager le peuple. Vous voyez, il y a un auteur qui a dit que l'écriture n'a pas la valeur de la chaleur, n'a pas la chaleur de la voix humaine. Voyez-vous? Et puis d'autres diront que mais, le texte est une distance, c'est une barrière. Mais la parole, c'est du corps à corps. Lorsque vous vous montrez spontané, réactif, dans des situations qui concernent la vie sociale, là, la population se retrouve en vous. Je suis étonné que les gens soient étonnés que la population ne se retrouve pas en leur façon de gouverner. Il y a des petits actes, parfois anodins, mais qui touchent directement l'âme humaine. Et il me semble que ces genres de situations doivent amener nos dirigeants à comprendre que c'est par les mots qu'on apaise les cœurs. C'est par des mots qu'on rassure les gens. C'est par des mots parlés, expressifs, avec un langage. Mais il y a des rhétoriciens, des spécialistes de la rhétorique qui enseignent la manière de parler à quelqu'un pour le toucher. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des corps aujourd'hui ou des gens qui sont blessés, qui sont à l'hôpital de Notien et qu'il n'y ait pas un officiel qui leur ait rendu visite, qui soit allé leur apporter la compassion nécessaire. Je voudrais m'arrêter là en attendant de laisser la parole à Ferdinand. Après, on reviendra justement sur les causes de cet accident. Exactement, Ferdinand. Voilà le décor planté par... Non, je resterai aussi dans le décor en attendant. Oui, à la suite de Luc, je voudrais quand même saluer la mémoire de cette dame-là. Ces dames qui se battent, quand vous connaissez les conditions dans lesquelles nos mamans, nos soeurs, nos tantes, nos femmes se réveillent très tôt, parfois à 3 heures du matin pour aller dans tel marché, pour être là avant les autres, pour pouvoir ramener des céréales, de la nourriture dans les villes, dans la capitale et tout ça. C'est comme Luc l'a dit, c'est elles qui tiennent l'économie et la vie de tout un pays. Et donc, lorsque dans l'exercice de leurs activités, il y en a qui décèdent de façon dramatique comme ça, il y a forcément une compassion, il y a toute une attitude à adopter pour vraiment manifester notre
je ne sais pas, notre compassion par rapport à ce qui s'est passé. Alors, je constate que, Luc l'a si bien dit, que dans ce pays, nous avons clamé le genre. On en a fait un instrument de propagande. On a même donné un prix au chef de l'État. Ou bien, oui, il y a des gens qui sont venus pour dire qu'il a eu le prix de la promotion du genre. Ils ont dansé autour de tout ça. Voilà. Donc, on a à la tête du gouvernement une dame. On a à la tête de l'Assemblée une dame. Dans les ministères, on a plusieurs dames. On a des femmes à l'Assemblée nationale. Et voilà. Et ces dames... on a une dame secrétaire générale de la présidence. Et qu'est-ce qu'on constate? Généralement, ces dames que je viens de citer sont sur Twitter. À chaque fois qu'il y a un événement, elles font rapidement des tweets. La dernière fois, quand on a admis le Togo au Commonwealth, là, elles ont fait un concours de tweets. Qui pour féliciter leur champion, pour faire ceci, pour faire ci, pour faire ça. On a vu les tweets défiler comme ça. Chaque matin, on voit, elles font des tweets. Et voilà, leur soeur, leur mère, leur, je ne sais pas, cousine, en allant au marché, trouve la mort dans un accident horrible. On n'a pas vu de réaction. On n'a pas vu de tweets. Les gens sont restés indifférents. Comme si ceux qui sont morts n'étaient même pas des Togolais. On n'avait même pas besoin de parler de cet incident. Et il a fallu, comme Luc l'a dit, le premier qui s'est rendu sur les lieux, c'est le ministre de la Sécurité. Il a fallu qu'il y ait un tollé, que les gens commencent pas à se poser des questions. Mais qui sont ceux qui gouvernent ce pays pour garder autant de mutisme, de silence sur des drames comme ça, avant qu'on ait eu quelques réactions timides? Mais on a vu ici, des gens ont fait des délégations pour aller en Côte d'Ivoire aux obsèques des deux derniers premiers ministres de la Côte d'Ivoire, Gon Coulibaly et puis Bakayoko. On a mobilisé des gens, on a fait des gros plans, des gens... voilà. Mais vous avez des citoyens qui meurent comme ça dans un accident. Et des gens restent comme ça indifférents. Personne ne dit rien. Maintenant, Lucas décrit les circonstances horribles de ce qui s'est passé là-bas. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est des problèmes qu'on a toujours soulevés dans nos débats. Vous avez des centres de santé, vous avez des hôpitaux qui n'ont pas d'ambulance, qui n'ont pas de premier secours. Des gens meurent, les corps se retrouvent comme ça sur le sol pendant des heures. À la vue, au sud de tout le monde, il n'y a pas d'intervention urgente, d'action urgente. Rien du tout. Maintenant, on évacue ce qu'on peut évacuer, on les amène à l'hôpital. Et les premiers soins, c'est compliqué. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela dans les hôpitaux, tout ça. Et les dirigeants ne disent absolument rien. Mais on a atteint une dimension de banalisation de la vie au Togo qui devient très, 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 très inquiétant. Qui devient vraiment, vraiment inquiétant. Et moi, je n'ai pas compris. J'ai eu à demander à plusieurs confrères, est-ce que telle personne a réagi? Il dit non. Est-ce que telle personne a fait tweet? Il dit non. Est-ce que telle personne a réagi? Il dit mais pourquoi ils sont si silencieux? Pourquoi ils peuvent pas? Mais c'est pas possible. Et donc, ça, c'est une attitude qui a marqué beaucoup de Togolais. Et ces pauvres dames-là, dont on a enterré certaines ce week-end rapidement, parce que, bon, elles sont mortes d'accident, moi j'ai vu, c'est vraiment triste. Il semble qu'il y a une même qui est décédée avec sa fille ou quelque chose comme ça, et ils sont partis au marché. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage, et c'est à la fois dommage et révoltant. C'est révoltant parce que on ne peut pas banaliser la vie humaine à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-là. Il ne nous reste qu'à souhaiter, c'est pas nos condoléances à ces familles qui sont éplorées là, parce que c'est des veufs et des orphelins qui sont là, qui sont laissés. Et cela a un déclic psychologique sur les autres femmes, les gens qui vont au marché. Et c'est triste cet événement et c'est vraiment dommage que personne n'ait réagi. Donc, sur le plan du décor que Lucas a planté, c'est ce que moi je voulais ajouter, quoi. Merci beaucoup, Ferdinand. Vraiment, c'est vraiment triste. Et je le disais tantôt, l'accident s'est produit sur la nationale. On parle ici au Togo de la nationale numéro 1. Tout à fait. Numéro 1. Mais quand on voit cette nationale numéro 1, on ne peut pas la comparer à une piste dans nos villages et fermes. Je vais encore faire une petite digression avant vraiment de m'en tenir à cela. Vous savez, lorsque Ferdinand parlait tout à l'heure de la propagande autour de la question de la promotion de la gente féminine, je peux dire que je fais partie de ceux-là qui avaient relativisé cela et qui considéraient que
n'était pas une mauvaise chose en soi. Pourquoi j'avais cette position-là? Au point même de me féliciter de la nomination d'une femme comme Madame Dogbe à la primature. C'est parce que je sais que la femme, du fait même qu'elle porte la vie en elle, l'instinct maternel pousse les femmes à plus d'humanisme, à plus d'affect, à plus d'attention pour l'être humain. Et je peux porter des témoignages quand même sur les actions de Madame Dogbe. Moi, j'ai connu beaucoup de localités du Togo grâce à cette dame qui, au moment où elle était au ministère du Développement à la base, avait initié des choses, des activités pour donner des roues par-ci, des brouettes par-là. C'est vrai qu'à l'époque, on avait critiqué le fait qu'on soit au XXIe siècle. Les gens avaient critiqué cela. Qu'on soit au XXIe siècle et que, bon, ben, ce soit ces petits outils-là, des moulins, etc., qu'on remette à des groupements et tout et tout. Mais, moi, j'avais un autre regard par rapport à cela. Pourquoi? Parce que cette activité avait le mérite de rapprocher le gouvernant du gouverné. Et vous constatez une certaine harmonie, une certaine complicité. Lorsque le gouvernant va vers la population à la base, lui porte un message et lui fait comprendre que son activité compte et que la personne même compte dans la création de la richesse nationale, chaque citoyen se sent réconforté. Et donc, en cela, j'avais trouvé que c'était une... Même, il arrivait même que le président de la République même suive des mouvements lorsqu'il y a un grand, voilà, un événement où on doit vraiment partager beaucoup de choses, il venait. Et ça, donc ça rapprochait le gouvernant du gouverné. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on crée exprès, chaque jour, un déphasage complet entre les gouvernés et les gouvernants. C'est-à-dire que cette façon indifférente d'agir, lorsqu'il y a un problème qui concerne la société, la population directement, donne le sentiment que les gens ont commencé ou ont fini par configurer autrement leur mental au point de privilégier d'autres choses que de privilégier le contact humain. Et ça, je pense que c'est un recul qui est extrêmement dangereux et il faudrait revoir cela parce que vous ne pouvez pas gouverner des gens sans leur faire comprendre c'est quoi vous voulez, c'est quoi votre vision, c'est quoi vous attendez d'eux et quelle est l'attitude qu'ils doivent adopter. Et je l'ai dit, les simples communiqués qui sortent et tout ce qu'on écrit, ou même les discours solennels qui sont précisément préparés, ne donnent pas la spontanéité, la chaleur dont le citoyen a besoin pour se retrouver en confiance, en assurance, etc. Je voudrais faire cette mise au point avant de revenir. Oui. Pour ajouter sur la question des communiqués, il y a des dysfonctionnements terribles dans notre pays. Le ministre de la Sécurité a fait un communiqué, il est dans son rôle. Tout à fait. Mais un accident d'une telle gravité, c'est le procureur de la République. À défaut du procureur de la République, voilà, mais le tribunal de Notière, le procureur se déplace sur les lieux. C'est lui qui fait la première communication en disant voilà comment les choses sont passées. Une enquête est ouverte. On va situer les citoyens sur les circonstances de l'accident. Et si éventuellement il y a des choses à faire, on le fera. La justice va s'en occuper. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays organisés, modernes et respectueux de la vie humaine. Mais les choses élémentaires que la justice togolaise même doit faire, les gens ne sont pas capables de le faire. Les gens ne veulent pas le faire parce que le juge, qu'ils soient des juges de siège ou des juges de parquet, ils attendent qu'on leur donne un ordre. Parce que le procureur qui va le faire, on va lui demander, qui t'a dit ça? Qui t'a demandé de le faire? Parce qu'ils vivent avec cette mentalité. Ils ont été conditionnés comme ça. Le réflexe ne vient même pas. Voilà, le réflexe ne vient pas. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu voyais. Donc, ce n'était pas seulement une question du ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Sécurité. C'est la justice qui devait prendre immédiatement le contrôle de ce dossier-là. Et le procureur devait informer les Togolais sur les circonstances de cette enquête-là en disant, de cet accident, en disant une enquête est ouverte. Voilà. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. Parce que ceux qui sont morts, on doit établir un certain nombre de responsabilités. Absolument. Oui. Les questions des assurances, les PV de tout ça. On ne va pas faire un PV de la police comme ça ou bien de la gendarmerie. On envoie au ministère de la Sécurité. Lui, il fait son communiqué, ça s'arrête là. Il doit avoir une action pénale
qui doit s'enclencher après cet accident-là. Et donc, c'est de la responsabilité de la justice. Donc, vous voyez comment notre pays est au fond du gouffre. Même les choses élémentaires, on n'arrive pas à le faire. C'est quand même extraordinaire, c'est dommage. Et ça ne préoccupe personne. Ça ne préoccupe personne. Jusqu'au prochain accident. Voilà, c'est ça. On parlera de cette route tout à l'heure. Cette route, c'est la plus meurtrière du Togo. Selon eux-mêmes, leurs propres statistiques. En 2021, il y a eu 107 morts sur cette route-là, selon les statistiques. Sur tous les morts des accidents que nous avons au Togo, je les avais donnés, j'ai donné les statistiques dans une autre émission ici. Les routes les plus dangereuses au Togo, c'est la nationale numéro 1. C'est normal, parce qu'elle est la plus sollicitée. Et ensuite, il y a le contournement de la ville de Lomé. Cette voie que vous voyez là, qui quitte Agoué, je ne sais pas quoi, Zanguera pour venir au port là. Tous les jours, il y a des accidents sur cette voie là. Non seulement elle a été très mal faite, les signalisations n'existent pas, les vitesses sont incroyables, et donc il y a des accidents. C'est la deuxième voie la plus meurtrière du Togo, avant de voir Palimé, Lomé, Palimé et tout ça. Et donc, une route comme ça, il y a des dispositions à prendre. D'abord, ce n'est même pas une route, tu l'as dit tout à l'heure. Ce n'est pas une route. 60 ans après les indépendances, disons les choses clairement et disons-les proprement. Si nous avons failli, il faut dire que nous avons failli. Nous sommes 60 ans après les indépendances, ou bien même 63 ans, je pense. 63 ans, oui. 63 ans. Nous avons un pays en longueur. On a juste un pays en longueur. Lomé, ça fait 650 km. C'est pas grand-chose. 650 km, c'est pas grand-chose. Luc te dira que s'il prend son véhicule, malgré l'état de la route, pour arriver à Carré, il fait peut-être 3 heures. S'il est en vitesse. Peut-être un peu plus. Mais Lomé s'est cassé. C'est 650 km. Ce n'est pas... Mais ailleurs, les gens parcourent ça par jour pour aller au boulot. Ouais. Nous sommes à 63 ans des indépendances, avec toutes les richesses que nous avons au Togo. On n'a pas réussi depuis 63 ans à dédoubler la route Lomé s'est cassée. Parce que quand les autorités publiques communiquaient à la suite des accidents, ils ne soulèvent que le volet de l'incivisme. Nous sommes d'accord avec eux. C'est ce volet seulement qui soulève. Vitesse, conduite en état d'ébriété, même corruption, ne parle pas trop. Parce qu'ils savent que c'est leurs agents qui sont à l'origine de la corruption. Ils ne disent pas ça, parce que c'est les agents de l'État. Ils parlent d'imprudence, de dépassement, excès de vitesse. C'est seulement ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent tout le temps. Personne ne parle de l'état de la route. Or, la majorité des accidents sur la nationale numéro 1, en tout cas cette route-là, qui ressemble à un sentier, les accidents, c'est d'abord l'état de la route. Les accidents, c'est d'abord l'état de la route. Parce qu'elle est toute étroite. Elle est restée telle comme elle est, en termes de longueur, telle que le blanc l'a tracée, telle que l'Allemand l'a fait. C'est comme ça. On vient juste, on met le goudron, on ne l'élargit pas. Vous savez que 80% des ponts, 80% des ponts qui sont sur la nationale numéro 1 remontent à la période coloniale. 80% des ponts et des ponceaux relèvent de la période coloniale, française ou allemande. Ça veut dire qu'on n'a même pas renouvelé les ouvrages d'art. Et pourtant, cette route a été refaite plusieurs fois. À chaque fois que vous faites les financements, enlevez le pont, l'ancien pont, qui est déjà fatigué, faites un nouveau pont plus large. Parce que vous savez que la route n'est pas large, les dépassements au niveau des ponts deviennent un danger. Ceux qui pratiquent cette route savent, quand vous êtes en face d'un titan qui arrive en toute vitesse, surtout les titans qui viennent vers Lomé, qui ne sont pas chargés, qui sont vides, qui viennent d'une vitesse incroyable. Quand ce titan veut vous dépasser au niveau des ponts, si vous n'êtes pas un chauffeur expérimenté, vous ne faites pas attention, vous allez glisser dans la rivière. Et donc, on vit ça tous les jours. Les gens vivent ça tous les jours. Et donc, cette route-là, c'est un scandale d'État. C'est la preuve de la faillite même de ceux qui gouvernent ce pays depuis plus de 60 ans. En 2005, dans les 20 plus de Fort, c'était son projet de campagne. Il a dit qu'il va faire l'autoroute Lomé c'est cassé. Ça, c'est... En 5 ans, il a dit qu'il a fait ça. Autoroute de l'amitié, non? Autoroute de l'amitié. Il a dit en 5 ans, il va faire ça. Ça veut dire que s'il a dit, c'est qu'il a fait un projet. C'était un projet de gouvernance. Donc, c'était des études qui ont été faites. En 5 ans, on n'a même pas commencé le dédoublement. Rien n'a été fait. En 2010, revenant d'une visite de l'Arabie Saoudite, ils nous ont dit qu'ils ont eu 1000 milliards pour faire l'autoroute. 2010, nous sommes maintenant en 2020. La route n'a jamais commencé. Quand vous allez
vers Atletico là. Vous quittez Togolekop et vous allez à Atletico. Là où ils ont essayé de dédoubler un peu, ils ont créé une seconde voie, ils n'ont même pas dédoublé, l'ancienne est restée, ils ont fait une nouvelle là. Vous voyez en descendant du pont des rails là, le pont où le train passe en bas là. Vous avez vu l'état de la route? Elle est bombée, elle est comme ça à tout. Ah oui. Elle a des bosses. Énorme. Quand vous avez un volant, le volant tombe dans votre main. Elle a des bosses. Si vous ne savez pas, mais ça glisse même. Ça glisse. Ouais. Et personne n'est responsable de ça. On ne dit rien à personne. Et donc, pendant plus de 60 ans, on n'a pas été capable de faire une autoroute, à défaut, un boulevard sur 650 km. Le gouvernement n'en parle jamais. Quand il y a un accident, on parle de corruption, on parle d'incivisme, on parle d'excès de vitesse. Mais qui contrôle les véhicules sur les routes? Ce sont les agents de l'État. Qui contrôle l'état des véhicules sur les routes? Ce sont les agents de l'État. Qui donne les permis? C'est des structures de l'État. Comment les gens obtiennent les permis? C'est l'État. Pourquoi on n'arrête jamais personne? C'est trop facile de venir rassembler les syndicalistes quand il y a un accident pour dire oui, on les sensibilise à plus de prudence. Non. Faites d'abord les routes. Moi, je ne peux pas vous compter les amis qu'on a perdus sur cette route-là. De tout bord. De tout bord. Je connais quelqu'un au campus, je ne vais pas citer son nom, qui était très actif dans le mouvement du régime. Quand on faisait le mouvement, c'est lui qui nous combattait. Quand on dénonçait l'incurie du régime, c'est lui qui nous combattait. Il fut journaliste. Ouais. Il a fini dans les postes de l'OTR. Il revenait du Nord. Il y a 1 an et demi ou 2 ans. Il a fait, je ne sais pas quoi. Un accident, il est mort. Sur cette route-là, dans la hauteur de Notian ou d'Agbolové. C'est dans les zones là que ça se passe souvent. Voyez-vous, à cause de l'étroitesse de la route. Donc, ce que nous disons là, ça concerne tout le monde. D'ici quelques jours, les gens vont partir en masse au nord pour faire les fêtes traditionnelles, tout ça là. C'est des amis, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui prennent des risques. Quand on le dit parce que c'est des Togolais qui perdent la vie. C'est des Togolais qui perdent la vie. C'est facile pour les dirigeants de prendre des focales présidentiels et de se retrouver à 45 minutes à Cara. Mais tous les autres là, vous allez prendre la route. Et on ne sait pas qui va arriver, qui ne va pas arriver. Et donc, nous avons l'obligation de dire à nos dirigeants de retrousser leurs manches et de travailler. De retrousser les manches et de travailler. Parce qu'ils sont là pour travailler. Ils sont payés pour ça. Au Ghana, les gens font des autoroutes sur 500 km, 600 km. En Côte d'Ivoire, Ouattara fait des autoroutes partout. Il faut des demi-voies partout. Pourquoi nous ne voulons rien faire? Et à chaque fois, on vient brandir des maquettes. Nous sommes spécialistes des maquettes. Vous avez vu des maquettes d'échangeurs de Lomé là? Vous les avez retrouvées? Ils sont déjà dans les archives. On nous avait présenté des maquettes ici, qu'on va faire quoi. Même l'histoire des Bomaf au niveau d'Atikoumé là. Ils ont dit qu'ils vont faire un viaduc. Après ça a disparu. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc du coup, le carrefour d'Atikoumé, qui devait être un carrefour fluide, pour faciliter la circulation, le soir, les policiers sont obligés d'être là-bas jusqu'à 21h pour réguler la circulation. Ça veut dire que vous n'avez réglé aucun problème. Et donc, la question de la nationale numéro 1, puisque c'est la voie principale qui relie le port de Lomé à tous les pays de l'Interland, qu'on n'a jamais réussi à régler, est une faillite de ceux qui gouvernent ce pays. C'est encore beaucoup plus une faillite parce qu'on n'a pas réussi non plus à réhabiliter les rails. À l'époque, nos mamans, nos soeurs qui allaient au marché, comment ils faisaient? Elles allaient au marché de Cléhy, de Agnier, tout ça, en train. Ouais. Et quand il y avait le train, les routes étaient soulagées. Donc tous les bagages, tous les ravitaillements de la capitale venaient par train. Ça descendait à Hamkope ici, chacun venait se servir. Nous sommes d'accord? Depuis que les rails ont fait faillite, depuis qu'on a laissé le train comme ça, on a laissé les rails comme ça. Et aujourd'hui, voilà les conditions dans lesquelles les gens vont mourir en allant travailler pour nourrir un pays et leurs enfants. Donc, ils savent pourquoi ils n'ont pas fait des tweets pour dénoncer cet accident. Parce que c'est leur responsabilité qui est engagée. Les histoires d'incivisme là, les histoires d'accidents liés à l'incivisme là, ça se voit dans tous les pays. Même en Europe, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui ne maîtrise pas son volant, ça se passe. Mais l'état de la route au Togo là est la principale cause qui tue les Togolais. Voilà, la principale cause qui tue les Togolais, c'est l'état de la route. Et parce que nous n'avons pas de route. Et c'est dommage, c'est scandaleux, c'est honteux
que dans notre pays, on n'est pas capable de faire des routes à la hauteur des ambitions de notre pays. C'est pas normal. Donc moi, je pense que il faut arrêter de nous faire les communiqués pour parler d'incivisme. Il faut nous dire quand est-ce qu'ils vont faire la route, où ils vont trouver les financements, les phosphates qu'ils vendent là, le port qu'ils ont baillé, tout ça là, l'argent là. Ils n'ont qu'à prendre ça pour commencer par faire une route, à défaut de faire une autoroute, de faire une double voie, au moins pour rejoindre le nord. Comme ça, quand vous roulez, dans votre sens, vous savez que personne ne vient en face de vous, vous pouvez rouler tranquillement. Voyez-vous, ça va limiter les accidents. Donc ça, c'est de la responsabilité des gouvernants. Voilà ce que moi je voulais dire. Bon. Il m'avait arraché la parole. Je pensais que c'était pour 2 secondes. Et là, pour la minute, donc je termine l'émission avec. Alors, pour revenir au sérieux. Vous savez, en économie, je parle sous le contrôle des économistes, on dit que la logistique est le poumon de toute activité économique. C'est-à-dire les infrastructures, tout ce qui permet la fluidité des mouvements, etc. etc. Donc, lorsque vous avez l'ambition de gouverner un pays, de le développer, votre mission, c'est d'abord de faire, le squelette du territoire. Et ces squelettes-là, ce sont les routes. Ce sont les infrastructures. C'est d'ailleurs même cela qui explique le concept de la globalisation aujourd'hui. La globalisation, c'est l'intensification de l'activité économique adossée aux infrastructures, c'est-à-dire à la logistique. Tout ce qui est, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez être à Lomé, vous commandez un truc à Daport, et en moins de 6 heures de temps, vous l'avez. Pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures qui permettent les migrations internes, qui permettent donc la rapidité dans l'action, l'efficience, etc. etc. C'est ça qui donne la puissance à une économie. Et de façon triviale, on dit souvent que la route du développement passe par le développement de la route. Ça, c'est le langage banal que nous avons ici, mais qui est tributaire de toute une vision, de tout un mécanisme qui définit en fait une gouvernance d'État. Cela dit, j'étais un peu amusé quand j'ai entendu le ministre des Transports, vraiment notre frère qui se bat beaucoup, il dit que non, que là où l'accident a eu lieu, vraiment le pont est en bon état. Et que bon, c'est la mauvaise conduite, vraiment, il faut que... J'ai souri, j'ai dit, bon, dans sa situation, il ne peut pas dire autre chose que cela. Un pont qui n'a pas de margelle, ça c'est le minimum. Un pont qui n'a pas de margelle. On va dire que non, c'était un bon pont. Il y a un problème. Alors, les gens qui ont quitté Tablibo, ils ont chargé le bus, ils se sont remplis dans le bus. Toute cette distance-là, il n'y a pas eu de policiers, il n'y a pas eu de gendarmes, il n'y a pas de poste de contrôle. S'il y en a eu, est-ce qu'ils ont contrôlé? Est-ce qu'ils ont regardé pour voir combien de personnes? S'il y a jusqu'à 28 personnes qui sont victimes, c'est-à-dire 13 morts, 15 blessés. Ça veut dire que le bus transportait plus de 30 personnes. C'est un bus de combien de places? 15 places. Très bien. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, pourquoi ce contrôle n'a pas été fait? Ça veut dire que la faillite de l'État est là. Sûrement parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de policiers ou de gendarmes pour faire le contrôle. Mais pourquoi il n'y en a pas? Est-ce que le Togo manque de ressources qui puissent être affectées à cette cause-là? Non. Parce que nous avons des milliers et des milliers de chômeurs qui sont là. Mais l'État a une incapacité à les absorber et à les affecter à des postes aussi stratégiques et importants qui peuvent permettre de réguler la vie de la société. Est-ce que vous voyez? C'est de ce point de vue qu'on peut effectivement parler de la faillite de l'État. Pourquoi? Parce que sa première responsabilité, c'est de protéger le citoyen, de créer les conditions de base qui permettent à chaque citoyen de se sentir dans un écosystème, dans un environnement où il est à l'aise pour mouvoir et créer la richesse. En tout cas, meubler sa vie avec des activités qui lui conviennent le mieux. Voyez-vous? Donc, si nous en sommes arrivés là, c'est sans doute parce que, au niveau des choix politiques qui sont faits au sommet de l'État, il y a un problème. C'est pour ça que nous sommes chagrinés, embêtés, lorsque nous constatons qu'il y a un déséquilibre total, qu'il y a dans la répartition des richesses de l'État, et que les gens pensent plus à eux
qu'au peuple, qu'aux citoyens, au point d'accumuler 1000 fois ce qu'un citoyen lambda peut gagner. Et dans ces conditions-là, l'État n'aura plus le souffle, n'aura plus l'énergie, n'aura plus la vitalité nécessaire pour bousculer le statu quo. Et donc, rêver à construire des choses extrêmement importantes. Voyez-vous, si on vous fait le point de l'impact de la corruption, de l'impact des détournements sur l'économie nationale, vous vous rendrez compte qu'en fait, ce qui rentre véritablement dans la caisse de l'État et qui soit affecté aux charges régaliennes de l'État ne représente même pas 20% des capacités de mobilisation même, en tout cas de la richesse nationale qui est censée pouvoir être créée au plan national. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment-là, l'État aura du mal à faire des injonctions. Je peux vous dire qu'on peut engager toute une politique de sensibilisation. Tous les ministres peuvent être déversés sur le terrain, rien que par la parole, il n'y aura rien qui puisse changer. Pourquoi? Parce que les conditions d'existence des citoyens sont si difficiles, sont si précaires. Et l'État lui-même n'ayant pas créé les infrastructures adéquates qui amènent les gens à être disciplinés vis-à-vis de ces infrastructures-là et à les utiliser de façon efficiente, il y aura toujours des raccourcis qui comportent ces genres de risques énormes. Voyez-vous, j'étais avec un ami dans un bar quelque part. Là, le sol est carrelé. C'est un cadre assez propre et tout. Vous savez que dans les habitudes dans les bars, quand on t'amène une bouteille de bière, quand tu as le verre, tu verses une partie, tu essaies de remuer, et puis tu jettes. Hein? Ça c'est clair, c'est ce qui se fait. Oui. Alors le gars, il a puisé, il a essayé de remuer, il a regardé, il a compris qu'il ne peut pas jeter. Parce que c'est des carreaux, c'est partout. Et puis il a bu, il dit bon d'accord, il boit. Alors, tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire quoi? Lorsque vous créez les conditions, vous mettez les infrastructures qui sont totalement propres. Lorsque vous avez une voiture branlante, vous savez que vous ne pouvez pas prendre la route là. Parce que vous serez tellement distingué, vous serez tellement insolite et seul que vous serez même ridicule. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait une bonne route qui a toutes les normes nécessaires, les petites routes, les maisons branlantes et tout, les gens les vendent naturellement. Parce que la route étant là, elle a valorisé le coin et les gens comprennent naturellement que, écoutez, il vaut peut-être mieux avoir plus d'argent, aller se trouver un coin plus reculé et laisser que les buildings puissent monter. Voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, nous n'avons pas de building. C'est parce que l'État n'a pas fait les infrastructures de base. Il n'a pas compris que nos lacs, nos rivières peuvent être des instruments de logistique, qu'on peut les valoriser. En réalité, notre mission, en fait, c'est de travailler pour transformer ce que Dieu nous a naturellement donné. Les fleuves, les lacs, tout ça doivent servir à capitaliser notre potentiel et à faire en sorte à ce que nous puissions nous suffire par nous-mêmes. Nous créons nos richesses à travers ce que nous avons comme ressources. Voilà, nous avons les phosphates. En principe, c'est une ressource qui doit contribuer à créer la richesse du pays, à aider les dirigeants à investir, à faire face aux charges régaliennes. Vous voyez toutes les anomalies qu'il y a? Ça veut dire que la ressource en elle-même devient une source de problème pour la nation elle-même. Parce qu'elle existe et qu'elle est exploitée et mal exploitée, ou du moins les dividendes de cette exploitation n'étant pas bien répartis, ça devient une source de frustration, de révolte, de division sociale. Vous voyez? Donc c'est pour cela que les ressources naturelles ne servent pas à grand chose si les esprits ne s'assainissent pas, si la gouvernance ne permet pas aux citoyens de comprendre leurs responsabilités, leur engagement, leur mission, leur part de contribution dans le processus de création de la richesse. Voyez-vous? Donc cela fait que souvent nos ressources là deviennent des sources de problèmes. Quand on dit qu'il y a du pétrole quelque part, il y a du gaz quelque part, il y a la guerre qui vient en même temps. Parce que nous avons focalisé notre attention sur le produit fini, c'est-à-dire l'argent. Alors qu'en fait, l'argent est un processus, est un résultat qui est lié aux idées ingénieuses que les citoyens sont capables d'émettre et à la vision que les gens peuvent se définir dans le but justement de construire le bien commun, d'épanouir l'être humain et de l'orienter vers une évolution progressive. Donc tout cela
n'étant pas là, parce que c'est toute une science, hein, la vie sociale. Donc, la vie sociale, elle est meublée par un certain nombre de liens. Et donc, la gouvernance consiste justement à les connaître d'abord, à les incarner, et ensuite à faire en sorte que ces liens-là puissent être améliorés de façon progressive. Si dans nos sociétés, le vol est un vice, et qui est brimé, comment on peut comprendre que le vol puisse être promu au sommet de l'État? C'est un scandale. Et donc, c'est pour cela que lorsque nous fatiguons à aller copier les concepts extérieurs, c'est comme si nous étions nés pour vivre par procuration. Alors que de façon endogène, nous avons toutes les solutions pour peu que les gens jettent un regard plus objectif, plus intelligent sur le mécanisme de fonctionnement de nos sociétés. Nos sociétés, à la base, ont des mécanismes très sains, très propres, qui régulent le vivre ensemble, qui permettent à chaque personne de savoir quelle est sa part de contribution, de responsabilité, quels sont les garde-fous, qu'est-ce qu'il ne faut pas enfreindre, etc., etc. Donc, si vous êtes là, vous ne comptez que des gens qui viennent de l'extérieur, dont le mental a été totalement galvaudé et je veux dire, nourri bien et garni des concepts extérieurs qui ne sont pas adaptés aux réalités ici, vous ne pouvez pas les implémenter. Et voilà pourquoi, en fait, les gouvernants ont autant de difficultés à faire face à leurs charges régaliennes. Et du coup, leur légitimité est remise en cause. Parce que vous ne pouvez avoir de légitimité que si les citoyens se sentent en vous, se retrouvent aux actes, en ces actes que vous posez, et qui font que, bon, ben écoutez, ils sont heureux d'appartenir à un creuset commun qui est chapeauté par quelqu'un qui a de la vision et qui veut le bien-être de tous les citoyens. Donc, tous ces éléments-là, c'est une occasion pour nous, justement, de rappeler encore une fois l'impératif pour nos gouvernants de créer l'environnement qui permet à chaque citoyen de se sentir à l'aise. Si l'État a déjà assumé ses responsabilités, a pu se montrer suffisamment efficace par rapport à ses responsabilités, alors on peut revenir sur l'incivisme. Et vous allez voir que la question de l'incivisme va se résoudre d'elle-même, parce qu'en fait, c'est l'absence de l'État qui crée l'incivisme. Et ça, c'est connu de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Oui, Ferdinand, quelque chose à ajouter? Oui, revenons toujours sur la question des infrastructures. Nous avons quand même un fonds d'entretien routier. Nous avons aujourd'hui 17 péages qui enserrent tout le pays. Là où on n'a même, même pas besoin de péage, on y met le péage. Comment se fait-il qu'on prend autant d'argent sur nos routes et qu'on ne met pas des balises sur la route? On ne réhabilite pas les ponts. On ne met pas des barrières de protection sur les ponts avec une peinture, comment vous appelez ça, fluorescente, pour que, bon, quand quelqu'un vient la nuit, puisque nos voies ne sont pas éclairées, il sache qu'il y a un danger là-bas. Où vont les sous, tout l'argent? Puisque, en fait, les péages, ce n'est pas, c'est juste une collecte d'argent. Bien sûr. Ce n'est pas un effort. Il y a des gens qui sont assis quelque part, ils ont créé une barrière. Vous passez, vous franchissez la barrière, vous donnez 500 francs. Et à la fin du mois, ils ont des milliards. Ce n'est pas une richesse qu'ils vendent quelque part. Donc, pour qu'on puisse dire, il y a un coût de la production. Je ne sais pas si vous voyez. On a acheté du matériel, il y a le coût de la production, on déduit le coût, tout ça. Tu passes, tu donnes. Hein, c'est comme les militaires qui sont aux frontières là. Ils ont leurs assiettes là-bas. Tu passes, tu donnes 200, 300, 600. Pendant la Covid, là, ils étaient contents. Ils n'ont pas voulu que la Covid finisse. Maintenant, même que les frontières sont ouvertes, les gens passent toujours là-bas parce que bon, c'est leur business. Vous voyez, ça crée même des problèmes entre les unités dans les casernes. Certains sont venus chasser d'autres, ils disaient, bon, vous mangez trop, nous aussi on va manger un peu. Et donc, les gars qui sont au péage, ils collectent juste les sous. Voyez-vous? Et chaque jour que des Togolais, qu'ils soient à voiture, à moto, passent, franchissent un péage, ils laissent de l'argent. Tout à fait. Comment se fait-il que les mêmes routes sur lesquelles on collecte les péages, il y a des ponts qui sont en difficulté? Même à la hauteur même des péages. Ouais, au niveau du péage de Saute-Bois, par exemple. C'est extrêmement difficile. Tu peux même pas. Mais c'est incroyable. Je dis, mais là où je viens pour donner l'argent, je n'aime même pas l'argent. Vous savez que je ne suis pas à l'aise à sortir mes 400 francs à donner, quoi. Voyez-vous? Vous savez ça. Ça veut dire que la route est dégradée. À l'entrée même, là, je te dis. Mais c'est pas possible. Oh, l'argent là devait servir normalement à réparer ça. Donc, comment se fait-il que si tu passes sur toutes nos voies, les voies sur lesquelles on paie les péages, les ponts sont en difficulté? Il n'y a pas de barrière de sécurité sur les ponts.
il n'y ait pas de balises là où il y a les, comment vous appelez ça, les virages, pour que les gens sachent la nuit que c'est un virage dangereux. Les ingénieurs qui sont au TP, les gens qui sont dans le ministère, c'est quoi leur rôle à part les passations de marché où ils trouvent leur compte? Les ministres qui viennent, c'est quoi leur rôle à part le fait de trouver leur part dans le business? On peut comprendre que le président, lui, il ne passe jamais par la route. C'est-à-dire que s'il prend la route, c'est parce qu'il y a un événement exceptionnel. Il va en campagne ou bien il va quelque part. Lui, il est toujours en l'air. Bon, on comprend. Donc, lui, il n'est pas au sol. Bon, les gens qui passent au sol, là, c'est l'argent du péage, là, ils font quoi avec ça? Mais quand vous fouillez très bien, ceux qui travaillent à ce niveau de péage, là, les premiers responsables sont millionnaires. Les gens ont changé de statut social en étant juste DG de ce service de SAFER. Les gens ont investi dans l'immobilier parce qu'ils sont DG de SAFER. Ça veut dire que l'argent que le contribuable togolais paye chaque jour qu'il franchit un péage, quelqu'un ou un groupe organisé le remet dans la poche. Et les routes sont toujours dans un état délabré. La route de Mouepé là, on dit les péages c'est pour l'entretien des routes, non? Mouepé à Képé là, on est en train de faire une nouvelle route, la route n'est même pas encore terminée, mais on prend péage. Or, l'objectif du péage c'est d'entretenir la route. Là on est en train de faire une nouvelle route, hein, on prend le péage pendant que le chantier continue. Et ça veut dire que le coût du péage là est déjà pris dans le coût de la construction de la route. C'est une nouvelle route. Donc elle a été budgétisée. Donc le péage ne devait pas être dedans. Puisqu'il faut terminer la route, que la route soit praticable d'abord avant de prendre l'argent du péage. C'est une question de bon sens. Pendant qu'on est en train de construire la route, des gens ont eu l'ingénieuse idée de prendre du péage, de mettre une barrière, prendre du péage. Vous passez, non, la route n'est pas encore terminée, mais donnez l'argent. C'est avec votre argent que vous donnez là qu'on va construire la route. C'est ce que ça veut dire. Donc, tous ces milliards qu'on collecte au niveau des péages là, même si on enlève même 1%, on aurait pu réhabiliter les ponts. C'est-à-dire que quand je dis réhabiliter, essayer de les rénover, de faire en sorte qu'il y ait des barrières sur les ponts. Vous avez vu là, après à Belouvé, en allant sur Amoutou, tout ça, les ponts, avant d'aller à Gléi, tout ça là, vous avez des ponts qui sont dépourvus de barrières de sécurité. Non, il n'y en a pas. Si vous roulez et que vous avez souvent la peur de voir quelque chose en hauteur, vous pouvez tomber dans la rivière. Et donc, tout ça là, les ministres passent par là, les ingénieurs des TP passent par là. Personne n'ouvre la bouche pour dire, écoutez, on en fait trop, au moins il faut qu'une partie de l'argent serve à protéger la route sur laquelle nous roulons tous les jours. Mais s'il est mort, on est prêt à prendre le cadavre pour aller l'enterrer parce qu'il est mort sur la route. Il faut que les Togolais aient un minimum de patriotisme dans ce qu'ils font tous les jours. Parce que ce qui manque dans ce pays, et que nous le disons tous les jours, et qu'on le dit en des mots, en des mots de façon, je ne sais pas, subtile, c'est le manque de patriotisme. Oui, bien sûr. C'est le manque de patriotisme. Si on te met quelque part, ou si tu as une responsabilité, développe le pays. En développant, tu peux trouver ta part. Vous pensez qu'il n'y a pas de vol au Nigeria? C'est le pays le plus corrompu. Bien sûr. Le Ghana est corrompu plus que le Togo. Mais il faut de grandes réalisations, et c'est dans ça qu'ils mangent. Au moins, on sait qu'ils ont fait une partie, ils ont pris leur part. Mais ici, là, j'ai l'impression qu'on détruit. On détruit seulement. Et quand vous partez, vous revenez, vous voyez l'état du pays, vous avez mal. Et donc, tous ceux qui prennent la route, Lomé, c'est cassé là. Si vous faites un exercice là, en partant, observez les ponts que vous traversez. Observez l'état de la route à certains endroits. Observez la largeur de la route. Essayez de voir si c'est des routes conventionnelles. C'est des voies sur lesquelles on peut circuler dans un pays indépendant depuis 63 ans. Regardez un peu. Regardez un peu. Là, 45 km, Lomé à Néron. Ça fait 4 ans que deux entreprises grabataires sont là à tourner en rond. On ne compte pas le nombre de morts qu'il y a eu sur cette voie-là. Il y a un Togolais qui est rentré des États-Unis. Il y a 6 mois, j'ai été appelé par un ami qui m'a même envoyé des images que je n'ai pas regardées 2 fois. Il est parti à Néron, il devait repartir aux États-Unis dans 3 jours ou dans 2 jours. Il revenait la nuit. Ils ont laissé, je sais pas, un engin dans un virage. Les Chinois, c'est les Tunisiens. Les gens, cet engin-là créé des accidents tout le temps. C'est dans la zone d'Abodrafort. Le gars est venu rentrer avec sa 4x4 sous le véhicule. Il est mort sur le coup. Il est rentré des États-Unis. On va dire que c'est un sorcier. Oui, on va dire que c'est un sorcier. Alors que c'est la responsabilité de ceux qui étaient en train de faire cette route-là. Un accident comme ça, un procureur prend en charge ce dossier-là. On pénalise ceux qui ont commis cette faute-là, ceux qui ont mis l'engin là-bas. Il faut les poursuivre en justice. C'est comme ça qu'on règle les problèmes dans un pays. Donc, les Togolais qui meurent de façon banale sur la route là,
On en trouve tous les jours. Ça arrive dans les familles tous les jours. Mais personne n'a le courage de dire pourquoi. Et pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi on laisse les choses ainsi? Et donc, nous payons tous les jours, nous payons les impôts, on paie les péages, on paie des trucs pour entretenir les routes. Ça rentre dans les poches des gens qui finissent par acheter des appartements, des 4x4, conçus de belles villas, conçus dans leur maîtresse, et qui n'ont de compte à rendre à personne. Et quand vous parlez, on dit non, vous parlez trop. Ouais. Alors que nous sommes tous dans le même bateau. Tout le monde peut être victime d'accidents, aujourd'hui comme demain. Peut-être à part Fognassibé qui, lui, il est en l'air. Lui, il n'a aucun souci. Mais tout le monde, y compris les ministres, il y a des ministres qui ont fait des accidents dans ce pays, sur la nationale numéro 1, qui ont été évacués. Donc, il faut que nous arrêtions de minimiser des choses comme ça. Il faut que nous arrêtions d'avoir une vision obtuse de la société, d'avoir une vision minimaliste de la société. Le Togo a aussi besoin d'avoir de grandes infrastructures qui permettent aux citoyens d'être à l'aise, d'aller, de revenir. Nous avons quand même un pays qui n'est pas assez grand, qui est tellement petit. Comment est-ce qu'on ne peut pas développer ce pays, faire des grandes voies de part et d'autre, hein? Et de manière à ce que le pays soit vivable pour tout le monde. Quand vous prenez Toumou pour aller à Agoula, il n'y a pas une voie continue. Alors que vous circulez sur une bande seulement du Togo. Vous partez de Toumou là, pour aller à Agou, hein? Là où on appelle notre là, et déboucher peut-être sur la frontière du Ghana là. Il n'y a pas une voie. Celle qui est goudronnée, c'est celle qui était Toumou pour arriver à Notier. Et ça aussi pour goudronner, ça a été des soucis. Maintenant, celle qui quitte Notier pour aller à Agou, elle n'est même pas goudronnée. Ça veut dire que en largeur, vous ne pouvez même pas traverser le Togo sur une voie totalement goudronnée. Et quand vous prenez le pays du sud jusqu'au nord, à part la nationale numéro 2, je pense que c'est là qu'on appelle le Méanéron, il n'y a pas une traverse, comment on appelle ça, une transversale, voilà, qui touche les deux frontières du pays. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Même pour la sécurité du pays, on en a besoin. Tout à fait. Oui. Pour la sécurité du pays, pour faciliter le mouvement de l'armée, tout ça, on a besoin d'avoir des voies qui permettent à nos militaires d'aller rapidement d'un point à un autre. Personne ne réfléchit à ça. Et même de lutter contre le terrorisme, oui, etc. Je veux même ajouter que... Non, en fait, ce que nous disons est extrêmement important. Parce que, vous voyez, lorsque une bonne dame va au marché, elle vend à partir de son étalage un petit truc, et elle cotise pour payer le ticket du marché, ce qui doit lui revenir. Vous voyez, le fonctionnaire, quand il va au boulot, il travaille, à la fin du mois, on lui paye. Ok. Mais les dames qui créent la richesse nationale, qui contribuent à la cagnotte de l'État, leur droit c'est quoi? Tous ces menuisiers, leur droit en retour c'est quoi? C'est d'avoir de bonnes routes, d'avoir de l'électricité, c'est d'avoir des hôpitaux, c'est d'avoir des cadres éducatifs. Voyez-vous? C'est ça la vérité. Donc, si on ne comprend pas ça, et on les prend comme des va-nu-pieds, alors qu'en fait c'est eux qui tiennent l'économie nationale. Et lorsqu'ils sont fauchés, on les accuse encore d'être irresponsables, de ne pas être civiquement développés, etc., etc. C'est qu'il y a un problème. Il faut comprendre que chaque citoyen doit bénéficier de l'État. Et les bénéfices que nous pouvons avoir, c'est justement à travers les infrastructures que l'État crée. Pourquoi on nous fait payer les péages? C'est parce qu'on doit pouvoir utiliser l'argent là pour entretenir précisément ces routes-là, etc., etc. Encore faudrait-il que les routes soient des opportunités de l'économie, plutôt que ce soit des occasions de mort et à la limite bête. Donc, dans ces circonstances, il faut que les dirigeants comprennent que ils ne peuvent pas décliner leurs responsabilités dans ce qui arrive. Et l'honnêteté voudrait que lorsque des situations comme ça arrivent, qu'on fasse le diagnostic et qu'on situe les responsabilités à chaque niveau. Vous savez, il y a beaucoup d'intentions qui ont été manifestées quand même dans ce pays. Des annonces, il a parlé de spécialistes des maquettes. Mais j'avoue que les annonces sont quand même à foison, hein, quand vous relisez. Et puis nous, en tant que journalistes, nous les relayons de bonne foi. Parce que notre mission, justement, c'est de rendre compte de ce qui se fait, de ce qui s'initie, etc. Mais après, on est pris à porte-faux. Parce que, il n'y a rien qui se réalise. Donc, finalement, les gens confortent la section selon laquelle même le chemin de l'enfer est parvi de bonnes intentions. Donc, on ne peut pas gouverner un pays avec des intentions, avec des annonces. J'ai appris tout à l'heure, après la rencontre avec le groupement de l'association des transporteurs, que
que le président de la République a une très grande vision, et il y a une politique sur les infrastructures et que beaucoup de choses vont se faire. Nous serions à l'aise à relayer ça si ce qui nous avait été annoncé par le passé avait été réalisé. Ou du moins, après ces annonces-là, si on n'a pas pu réaliser cela, qu'on nous explique ce qui a empêché la matérialisation de l'intention. Voyez-vous, c'est assez facile d'avoir l'intention. L'épreuve la plus difficile, là où se trouve l'héroïsme, c'est la capacité à implémenter l'intention en question. Et ça, c'est un exercice assez difficile parce que cela vous demande un minimum de sacrifice. Si le président de la République ne s'engage pas à lutter contre les vices qui minent son administration, la corruption, les détournements, etc., ces bonnes intentions resteront des vœux pieux. Et dans ces conditions-là, nous sommes obligés de pointer la médiocrité des performances de l'État. Alors que nous serions plus heureux de vanter les mérites des réalisations, de vanter le génie togolais qui a permis justement de transformer notre société et de nous rendre fiers d'appartenir à un État, à une nation qui se construit, qui se renouvelle et qui évolue. Donc, si ce n'est pas le cas, moi j'ai le net sentiment, peut-être je peux me tromper, que nous marchons à reculons. J'ai parlé tout à l'heure des valeurs humaines, des bonnes choses qui se faisaient plus ou moins bien par le passé, mais qui au fil du temps se dégradent, s'amenuisent, s'évaporent, s'effilochent, mais dans l'indifférence totale. Il n'y a même plus d'humanité. Qu'est-ce qui nous reste en tant qu'être humain? En quoi assumons-nous notre humanité si nous ne sommes pas capables, par nos réflexes, par notre génie, par notre fertilité d'esprit, d'avoir des idées qui permettent d'allumer le moteur et de faire avancer la société dans son ensemble? Si on n'a pas tous ces éléments-là, bon, quelle est notre fierté? Cette question reste entière. Et moi, je crois que les gens doivent commencer à se poser cette question-là afin que chacun puisse définir sa responsabilité et en être conscient. C'est les propagandes, oui, mais c'est bon, bien sûr, mais elles servent à quoi, la propagande? Si au bout du compte, les faits vous rattrapent, après avoir fait du bruit dans l'air, vous devenez alors ridicule parce que vous n'êtes pas un homme de parole. Or, la personne, la valeur de notre humain, c'est la parole donnée. Une parole donnée qui s'assume, qui s'exerce, qui se matérialise. Mais c'est la parole qui transforme là. Quand vous avez des idées, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est avec le verbe que la nature, le monde a été créé. Donc si vous êtes capable de mettre des idées, faites-en des convictions justes et essayez de commencer à les matérialiser, quelles que soient les difficultés. Faites en sorte à consentir le principe du sacrifice pour le bien commun. C'est tout. Mais moi, je ne comprends pas comment moi je peux être président de la République et marcher chaque jour sur un tapis rouge qu'aucun de mes citoyens ne peut fabriquer. Ce que j'ai dit là est très fort. Vraiment. Merci. Moi, je vais, pour finir ce sujet, je vais pointer du doigt le désordre qu'il y a dans les transports au Togo et qui nécessite un véritable nettoyage. Nous sommes à Lomé, capitale du Togo. Lomé, pour moi, c'est toujours un gros village par rapport aux grandes villes de la côte. Et quand vous arrivez à Lomé, honnêtement, qu'on me dise par exemple, où est-ce qu'on trouve une gare routière à Lomé, une gare routière moderne? C'est-à-dire, vous arrivez à Lomé là, vous voulez aller à la gare routière moderne, une gare routière moderne. Les chauffeurs ne vont même pas là-bas. Ils prennent les gens dans la rue et s'en vont. Voilà. Une gare routière moderne, où avec une organisation sérieuse, tous les véhicules, les cars, les bus de transport, chacun à sa place. Une gare routière. Il n'y en a pas. Vous allez à Balepédo qu'on appelle la gare routière. C'est une porcherie. Excusez-moi le terme. Mais c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. C'est un endroit totalement sale, infesté de tout, qui n'a jamais été aménagé, urbanisé, assaini. Quand il pleut, vous voulez voyager, vous marchez dans la boue pour rentrer dans les voitures. Nous sommes au cœur de la capitale togolaise. Et pourtant, dans ce secteur du transport, tous les chauffeurs qui quittent Balepédo donnent de l'argent. L'argent rentre dans les poches de quelqu'un. Ça donne de l'argent. Ça veut dire que si nous sommes ambitieux, il y a longtemps qu'on aurait reconstruit cette gare d'Agbalepédo en faisant une gare moderne. Ou peut-être même la déplacer vers la Déticopé, puisque le mec s'élargit, pour avoir un espace plus grand, faire une gare moderne. Vous allez dans les pays développés là, on vous dit par exemple,
on vous situe les 4 points cardinaux de la ville. On vous dit, il y a la gare de l'Est dans la capitale, il y a la gare du Nord, il y a la gare de ceci, il y a la gare de Midi. On sait que, bon, par rapport à l'organisation de la capitale, puisque la capitale est grande, les gares sont comme ça. À Lomé, les gares sont où? Maintenant, vous prenez nos frères sahéliens qui sont à Lomé, qui ont créé des stations de transport de bus sauvages, un peu partout à Lomé ici. Et personne ne dit absolument rien. Vous arrivez là, à Décon, vous arrivez à Moutier-V, vous arrivez un peu partout sur la rue de France là. On achète un demi-lot, ou on baille un demi-lot, on a fait une gare routière. Vous avez des gens qui sont là-bas, ça devient un petit marché. On fait toutes les saletés là-bas, on a créé un petit coin pour la prière, on lave les pieds, on fait tout ce qu'on peut faire là-bas, on vend les choses, on jette les papiers par terre. Oui, tout ça c'est l'absence de l'État. Ça devient une source de saleté pour la capitale. Décon. Hein, le boulevard circulaire là, vous avez vu, les gens ont acheté là où il y avait Pochette de la capitale, en face là, il y a maintenant une gare routière là-bas. Toute cette zone est sale. Personne ne prend la responsabilité de mettre fin à ces gares routières sauvages que nos frères sahéliens sont en train de créer un peu partout à Lomé en disant, tout individu qui veut voyager, voilà là où il faut prendre vos véhicules. C'est ici. Et avant que le véhicule ne sorte, il y a la police qui contrôle les gens qui sont dans le véhicule, leur identité, le nombre de passagers qu'on prend. Et le véhicule part. Il n'y a personne. Mais vous ne pouvez pas être dans un pays et avoir autant de désordre. Et pourtant, il y a des ministères, il y a des départements qui s'occupent de ça. Donc quand vous fouillez tout ça, c'est la corruption. C'est la corruption. On vous dira que bon, derrière ces gars qui s'implantent de façon sauvage, il y a quelqu'un qui prend son gombo. Et qui leur donne l'agrément de s'installer. Non, parce pas même, c'est le manque même d'inspiration. Voilà. C'est-à-dire les gens n'ont même pas l'idée, ils ne savent même pas qu'il faut organiser ça, qu'il faut structurer tout ça quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous arrivez dans une capitale, vous avez des gares qui sont sauvages un peu partout. Et personne ne dit absolument rien. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on a besoin encore de maintenir la gare d'Agbalpedo là-bas? Il faut la sortir de là. Peut-être récupérer l'espace là pour mettre une infrastructure moderne là-bas. Mettre la gare peut-être vers Adétikopé, prendre au moins peut-être 4 ou 5 hectares, 10 hectares, l'aménager, faire les places pour... Voilà les véhicules 15 places, voilà les bus, voilà les taxis, voilà. Et chacun est dans son domaine. On va paver, on met les pavés, on met les endroits où quand les gens viennent, s'ils ne partent pas ce soir, ils peuvent dormir, il y a les toilettes, il y a une mosquée, il y a une église, les gens peuvent prier. Une gare moderne, c'est ça comme ça qu'on construit un pays moderne. Et une gare moderne vous rapporterait même encore plus d'argent. Mais bien sûr. Voyez-vous? Et donc, on est dans un pays où tout est en vrac. C'est comme l'État n'existe même pas. Ou bien l'État n'existe pas, c'est ce que Luc dit. Le pays est en vrac. Et comme le pays est en vrac, nous sommes dans la jungle. Chacun coupe une partie, il fait ce qu'il veut. Il ne rend compte à personne. Et dans une situation comme ça, vous ne pouvez pas implémenter des projets et avoir un développement harmonieux du pays. Tout à fait. Non, mais attends, je ne vais pas te couper, mais vous savez, j'ai une soeur qui est revenue de Ouaga. Ouais. Elle a sa fille qui était malade et on l'a appelée précipitamment, elle est allée. On les a hospitalisés au grand hôpital de Ouagadougou. Ouais. Mais la description qu'elle en fait, jusqu'à preuve du contraire. Le pays salien que nous connaissons là où on dit aujourd'hui qu'il y a tout, voilà, qu'il y a le terrorisme, que le pays a la pauvreté et tout. À Ouaga, le grand hôpital de Ouaga, quand on vous prescrit un produit, à moins que le produit ne soit pas là, à la pharmacie de l'enceinte, vous n'achetez pas de produit. Jusqu'alors, je peux vous parler. Et puis les infrastructures, la propriété. Ouais. Mais quand elle est venue, elle n'a pas été à l'école, je vous en prie. Elle n'a même pas fait CP2. Ouais. Mais quand elle est venue décrire toute la propriété, toute l'organisation, l'assistance, l'entretien humain qu'il y a à cet hôpital-là, je lui ai dit, mais bon, si ce n'est pas elle qui le dit, je ne peux jamais croire. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas être dans un contexte de gouvernance d'État où les citoyens ont plutôt le sentiment que on est comme si le gouvernement venait de démissionner et que les ministres sont chargés de la liquidation des affaires courantes. C'est ce que se dit en général. L'expédition des affaires courantes n'amène pas le gouverneur ou le ministre à entrevoir quelque chose à moyen et à long terme. Ouais. Donc, il expédie précisément les affaires courantes en attendant d'avoir donc une équipe qui pourra alors implémenter une vision. Nous avons le sentiment que tout l'État est sous le dictat des urgences. Donc, on ne fait qu'expédier les affaires courantes qui consistent
à faire tout pour trouver les salaires des fonctionnaires à la fin du mois, repalâtrer quelques trous par moment sur une route, et puis donc c'est tout. Donc la gouvernance de l'État ne peut pas se limiter à ce genre de choses pendant que les citoyens aspirent profondément et légitimement à des choses, à un cadre de vie et assaini et à beaucoup d'autres choses qui leur permettent de rêver. Comment vous pouvez créer le rêve dans une société si vous ne réalisez pas par vous-même des choses qui relèvent, qui sont tributaires de votre propre rêve? Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir créer le rêve dans l'esprit des citoyens, il faut que vous ayez la capacité d'implémenter des choses, de créer, de fabriquer, de faire en sorte que vous puissiez réaliser des choses qui relèvent de votre propre rêve. Moi, je veux voir ce qui a été réalisé et qui peut faire rêver le citoyen togolais et lui dire, mais écoutez, c'est un génie humain qui a fait ça. Est-ce que toi aussi, tu n'en es pas capable? Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Si on devait s'attarder sur ce débat sur les infrastructures au Togo, on n'en a pas fini cette émission. Alors, nous allons nous arrêter là pour ce sujet. Nous allons observer une pause et puis nous revenons.